Nous allons commencer le test par une question cinéphile. Avez-vous aimé Equilibrium, le nanar de Kurzweimer qui copie honteusement Matrix? Et Bale joue comme une bite. Tu n'es décidément pas fait pour être critique cinéma, mon pauvre ami. Toi, pousse ton flingue, là, tu vois pas que ça gêne dans le passage? Savais-tu qu'il y a des gens qui adorent ce navet? Et j'ai l'impression que tu n'as pas de testé non plus. Tu te rends compte, j'espère, de ton niveau d'aboutissement. Il faut vraiment être débile pour aimer ce film aberrant. Ça soigne l'amateurisme et les combats n'ont aucun sens. Et ça se voit qu'il n'y a pas de budget. C'est moche. Rends-toi à l'évidence. Ce film est nul, absolument sans intérêt. Non. Pas sans intérêt. Contrôle. Aurais-je, par hasard, le temps de faire une petite chronique? En effet, Batch. Affirmatif. Eh bien, allons-y. C'est fatigant, les voyages dans l'espace. Ouais. Sorti dans une confidentialité des plus totales en 2002, c'est seulement en 2007 que je découvre par hasard, via des extraits sur YouTube, Equilibrium. Avec une recette de 5 millions de dollars et un budget de 20, on peut pas dire que ce soit une réussite. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous faites une petite recherche sur internet, vous verrez que le film est souvent associé à des nanars dépeints comme une daube puérile qui songe honteusement Matrix à travers un scénario aberrant. Avec le temps, j'ai simplement cru que j'avais un plaisir coupable. Un nanar qui ne semblait parler qu'à moi. Puis en fait, plus le temps passe, plus je m'aperçois que je suis loin d'être seul en fait. Puis, au final, c'est peut-être pas un nanar. Alors voilà, je vais défendre Equilibrium. Avec cette intime conviction que même s'il a des défauts, il en résulte une espèce de vibration rare. Alors il y a un YouTuber qui a assez bien synthétisé les reproches qu'on fait sur ce film, c'est Durandal. Attention, c'est pas le seul à clasher ce film, hein. Mais c'est le plus complet. Je précise tout de suite que je suis souvent d'accord avec lui et que je ne rate aucun de ses prêches-vat, comme il dit. Donc voilà, c'est pas le drama là, c'est bon. Mais sur Equilibrium, je suis pas d'accord. Enfin, du moins complètement. Voilà. Avec 300 000 abonnés, sa vidéo en 3 parties sur Equilibrium, dans laquelle il a condensé tout ce qui se dit sur le film, fait un peu office de référence. Et de nombreux échos me parviennent régulièrement, malgré des distances sidérales. Premier reproche, Matrix. Ce film aurait donc tout piqué à Matrix. Ne faites pas dire aux fans ce qu'ils ne disent pas, hein. Matrix est meilleur, on est d'accord. Alors moi je pense qu'effectivement Matrix a dû inspirer le réal, hein, même s'il veut pas le dire. Mais lui reprocher qu'il s'inspirait, veut dire c'est pas très sympa, parce que si vous le faites pour l'un, faites-le pour l'autre. Le Matrix de Wachowski... Ah bah non. Il s'est inspiré plein de trucs. La thématique et les décors, comme dans Dark City. L'écran chiffré en vert, comme ça. Ghost in the Shell. Tu vas dommer, voilà. Ah non, mais il y en a moult, hein. Mais attention. Le top. Alors, si vous l'avez pas vu... quiz. 2-3 indices. Attention, vous êtes prêts? Le film commence par un voyage dans un flux d'internet. Et on arrive dans l'œil de Keanu Reeves, et une voix qui dit réveille-toi.
Ouais. Et le mec s'appelle Monsieur Smith dans le film. Ouais, et il s'habille en costard. Bon. Non, c'est pas Matrix. Ouais, il va dans une boîte de nuit gothique. Ouais, tout à fait. Mais c'est pas Matrix. Et il se connecte avec une prise derrière la tête. Mais c'est pas Matrix. Et il y a du mauvais Rob Zombie sur les scènes d'action. Exact. Ouais. Mais c'est pas Matrix. Non. Et en plus, c'est l'élu. Tout à fait. Non, c'est pas Matrix. Non, presque. C'est sorti un petit peu avant. C'est Johnny Mnemonic. Ce que je viens de dire est vraiment vrai. Alors le film, personne l'a vu parce qu'il est un petit peu passé sur le côté. Because il est pas bon. C'est vrai, il est fin nul. Mais tout ce que je viens de vous dire, c'est dans Johnny Mnemonic. C'est pas Matrix. Sorti 3 ans avant. Voilà. Ah bah là, c'est ultra combo, hein. Kurzweimer dit que pour équilibrer, mais c'est plutôt inspiré de THX 1138. Oui, c'est vrai que ça ressemble. Mais je suis sûr que s'il avait dit que c'était inspiré de Matrix, il y a des gens qui auraient contre-argumenté, pour le plaisir de dire le contraire. Non, il s'est inspiré de THX 1138. En perso, moi je trouve qu'il s'est surtout inspiré de Fahrenheit 451. Et puis même, parlons-en de Matrix, je trouve qu'au final, par exemple, les tenues là, tu sais, le vêtement, c'est copié sur Neo, ils disent oui. Mais la tenue du recteur, elle est plus cohérente dans le film Equilibrium. Parce que c'est une copie d'habit de prêtre. Et les grammatons, en fait, c'est une église moderne. C'est raccord, tu vois. Alors que dans Matrix, c'est gratos, hein, c'est pour le look. Hein. Puis en plus, c'est pas logique, parce que les mecs sont en mission d'infiltration dans la matrice, habillés en latex. Alors que tous les autres PNG, ils sont habillés normal, tu vois. C'est repérable, hein, c'est moins discret, c'est pas logique. En tout cas, moins que dans Equilibrium. J'en profite pour faire une petite pause concernant la tenue de Neo. Et si vous regardez bien, la tenue des recteurs n'est pas inspirée de Matrix, puisque Neo n'aura cette tenue de prêtre que dans Reloaded, qui sort en 2003. Voilà, les dates faisant, il n'était pas habillé comme ça dans le premier Matrix. Puis des scènes de flingue aussi, des scènes de flingage. Alors elles sont très bien filmées dans Matrix, mais dans Equilibrium, le gun kata, tout ça, c'est vachement plus impressionnant que ce que Neo y fait. Hein. Donc voilà. Autre reproche, hein, c'est quasiment le premier, c'est le scénario quoi, qui est abusé quoi. L'univers dystopiquement exagéré d'Equilibrium est un reproche redondant. Une humanité où les émotions seraient interdites. Non, mais c'est n'importe quoi, c'est tellement trop pas possible. Le temps a joué en ma faveur. Si j'avais fait cette chronique un an plus tôt, j'aurais perdu un argument. Mais les événements m'ont fait relativiser sur le fait que moi-même, je trouvais ce scénario beaucoup trop extrême. Mais j'ai toujours admis que ce pitch était un parti pris extrême. Car, au vu des récents événements, si je vous dis Covid, confinement, couvre-feu, masque, plexiglas, gel hydroalcoolique, attestation, oui. Rajoute, continue, contrôle, dépistage, vas-y, continue. Vaccin, oui. Vous allez au travail, vous faites seulement ce qui est fonctionnel et vous rentrez chez vous, hein. Pas de soirée, pas d'amis. La famille, un petit peu, oui, comme dans le film. Le tout avec un masque, hein, le nouveau visage, hein, celui de l'anxiogénitus de notre paranoïa collective quotidienne. Plus de musique, plus de danse, ni de concert. Rien que ça. Et au passage, si vous voulez voir la Joconde, vous pouvez pas. Le musée est fermé. Voilà. Alors oui, dans le film, il la brûle, mais là, c'est pareil, on peut pas la voir, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Finalement, est-ce si incroyable ? Le mec sortirait le film aujourd'hui, on crierait au génie, hein ? Je pense d'ailleurs que Kurt Weimer n'a jamais pensé une seule seconde que son film puisse être un jour aussi prophétique. Oui, ça sent. C'est le genre de mec qui aime bien foutre les potards à fond sur une guitare électrique, là, tu vois. Bah, il a fait pareil avec son film. C'est une espèce de 1984, mais surboosté. Non, mais on sent que ce réal, c'est un peu un beauf et qu'il aime la bourrinitude gratuite. On le sent. Et je l'avoue, sans problème. Mais voilà, l'époque nous montrant les capacités de la masse à se soumettre à des règles qu'elle ne comprend pas, qu'elle réprouve même des fois, le tout au nom de la survie du plus grand nombre, hein, comme dans Equilibrium. Voilà. Détruire les sentiments pour éviter la guerre, ok, oui. Détruire la liberté pour éviter la pandémie. Quand les Libriens s'injectent rituellement
leur prosium quotidien à heure fixe. Ça me rappelle la docilité avec laquelle on met notre masque à l'entrée du supermarché, en nous lavant les mains avec ce gel qui dégouline de partout. Et rendez-vous compte que le Covid, c'est quand même pas la peste noire, hein, ni une troisième guerre mondiale, comme dans Equilibrium. Donc imaginez ce que nous serions capables d'accepter si le Covid n'était seulement que 2 fois plus létal. Eh ben on y serait, hein. Finalement, il n'y a même pas besoin d'une troisième guerre mondiale, hein. Kurt Weimer, il est encore loin de la réalité, en fait. Vaccin, coton-tige dans le nez, laissez-passer vaccinaux, peut-être système de géolocalisation smartphone H24, demain attestation test, attestation Covid, attestation vaccin, plus les remises à jour régulières, hein, pour être au top de la vaccination, hein, pour pouvoir accéder à tous les trucs, quoi, les bars, les salles de cinéma. Vous ajoutez à ça le contrôle Vigipirate qui lui n'a toujours pas existe encore, hein, voilà. Bah, vous voyez le tableau. Le prosium. Le vaccin, c'est le prosium. Hein. Si vous voyez pas le rapport entre le vaccin et le prosium, je peux plus rien faire pour vous à ce moment-là. Voilà. Donc voilà, le pitch est crédible. Et rassurez-vous, en fait, je suis même le premier étonné. Ah oui, autre point qui a beaucoup fait jazzer les détracteurs de ce film, c'est les émotions de certains acteurs pendant le film, alors qu'elles sont censées être interdites. Les émotions de Brandt. C'est une entorse majeure au scénario, en effet, hein, c'est vrai. Alors de l'aveu de Kurt Weimer, en fait, c'est volontaire. Il s'en est aperçu, hein, il est pas aveugle, il l'a fait exprès parce que ça l'embêtait un petit peu de faire un film où il y avait que des zombies tout le long. Alors c'est gênant sans être gênant, parce que si vous regardez bien Brandt, en fait, il enquête sur Preston, et puis il le confond, il l'arrête. Que Brandt éclate de colère, qu'il ait des émotions ou pas, ça ne change rien en fait. Ça n'interrompt pas le fil causal des événements. Avec ou sans émotion, il l'aurait arrêté. Voilà. Alors, petite remarque, si vous allez voir. Alors bon, j'essaie pas vraiment de défendre le film à tout prix, mais c'est juste que je remarque un truc. On peut y voir une critique des institutions corrompues. Le grammaton n'appliquerait pas la loi pour lui-même. Ah putain, c'est chier. Mais quelle nouveauté. Ah bah c'est une première, hein. Ah non, c'est une blague. Parce que là, pour le coup, c'est pas la dystopie, c'est notre quotidien. La réalité, hein, vraiment. Des faites comme je dis, mais pas comme je fais, on l'a tous vécu et on le vit encore tous les jours. En fait, c'est encore une fois une critique assez concrète de la vie politique, tout simplement. Et cette entorse n'est finalement pas une aberration. On a juste décidé de la lire au premier degré, parce que c'est Kurt Weimer. Voilà, je pense. Autre reproche, donc, qui découle un petit peu de la première chose au niveau du scénario et des émotions, c'est pourquoi les gens se marient et pourquoi les gens ont des enfants dans un univers comme ça. Sans émotion. C'est pas logique. Alors je vous laisse réfléchir 2 secondes. Est-ce que vous êtes sûr de votre coup ? Pensez-vous que tous les mariages sur Terre, actuellement, et même encore plus dans les temps anciens, aient toujours été des mariages consentis mutuellement, motivés par un amour réciproque, pleinement épanoui? Le pensez-vous ? Alors là, maintenant que je vous force à y penser, vous vous dites que oui, un couple déshumanisé, c'est pas de la science-fiction. D'ailleurs, dans ce monde-là, il n'est pas impossible que les couples soient choisis en fonction de gènes compatibles, ou même tirés au sort. Voilà, le meilleur des mondes, bienvenue à Gattaca. Enfin oui, on l'a vu plein de fois. Hein. Donc pour ce qui est de la famille et des enfants, ce n'est pas non plus aberrant, en fait. Alors on en vient donc au kata du tir. Bon, déjà, d'habitude, on n'explique jamais les techniques de combat. C'est très évasif, hein. Là, pour une fois, il y a un mec qui nous explique précisément comment ça marche. C'est pas mal. Le kata du tir, ouais, franchement, sur ce que je vois dans le film, ça dépasse largement les capacités des bonhommes qu'il y a dans Matrix, hein. Sans problème, hein. D'ailleurs, dans Matrix, je trouve qu'ils sont pas assez foufous, les mecs. Enfin, ils sont bien en dessous de ce qu'on pourrait imaginer au niveau baston dans ce monde un peu... irréel qu'est la matrice. Je trouve que c'est un petit peu en dessous de ce qu'il pourrait faire. Alors c'est bien filmé, hein, ça marche d'enfer, certes. Preston défonce plus que Neo, c'est tout. Puis c'est pas aberrant tant que ça de faire des katas du tir. On vit dans un monde de statistiques. D'ailleurs, de nos jours, les statistiques de combat existent vraiment.
Elles sont utiles au groupe d'intervention, notamment pour minimiser les risques, augmenter leurs chances de réussite en fonction de plusieurs paramètres qu'ils apprennent à synthétiser rapidement. Environnement, nombre de cibles, équipement d'adversaires, je sais pas moi, contraintes de temps et d'espace, bref. Encore une fois, c'est du réel. On ne peut plus terre à terre que le kata du tir. Sauf que normalement, ça devrait pas ressembler à des positions de karaté. Voilà, c'est Kurt Weimer, il aime bien les arts martiaux, donc voilà, il met des curseurs au maximum. Voilà, c'est tout, bon. Mais sur le papier, c'est pas con. Et puis au passage... Putain, mais matez-moi ça. Non mais où t'as ça dans Matrix? Non, où? Non mais t'as pas au-dessus? T'as pas au-dessus? Hein, quoi? Le bullet time? Oh, c'est facile, hein. C'est un mec qui se gaufre sur le dos. Ah bah bravo, bravo. Ah, c'est la caméra qui fait le travail, hein. Tu rajoutes la musique de vidéo gag et puis des rires et puis c'est bon, hein. C'est la grosse poilade, hein. Non, je suis pas d'accord. Du coup, Kurzweimer esthétise l'action à sa manière. Et dans le film, je trouve qu'il y a des putains de bonnes idées. Comme quand Preston arrête la femme. Tu sais, il fait une valse avec elle en lui passant les menottes. Avec un plan zénital. Je sais pas, vous avez ça où? C'est une super idée. Puis quand il l'arrête, il la met face au miroir et lui demande de se regarder. Puis en fait, c'est lui qui se regarde lui-même. Regardez-vous, il fait. Puis il se regarde lui. Parce qu'il vient d'arrêter de prendre son prosium. C'est tellement bon d'ailleurs que je me demande même si c'est Kurt Weimer qui a eu l'idée. Voilà. Puis le combat final, finalement, le combat final aussi, avec arme au poing, où les mecs se font des positions de karaté, mais le poing se prolonge avec le flingue, ça complique les blocages. J'ai trouvé que c'était quand même bien vu, quoi. Le kata du tir, un délire. Peut-être bien. Mais voyager dans le temps avec une DeLorean, c'est du délire aussi, hein. Mais tout le monde a validé. Enfin, ou plutôt, je dirais que ça a été validé préalablement par des critiques, amorçant les inévitables biais d'opinion collectifs dont vous êtes victime. Au passage, il y a une petite idée design qui est suffisamment rare pour que je la souligne, c'est les flammes des canons qui dessinent des tétras à chaque fois qu'ils tirent. C'est esthétique et c'est bien vu, et bon, on l'aurait pas vu ailleurs. Enfin voilà, ouais. Idée d'ailleurs qu'il a recyclé dans Ultraviolet avec des signes, avec des symboles biohazard au bout des flingues. Voilà. Ah, par contre, il est très mauvais celui-là. Voilà, Ultraviolet, non, voilà, attention. Alors, non. Alors, si t'es fan de Jojovic, à la rigueur. Ah non, c'est fin nul. Franchement, scène 1, elle éclate des mecs. Scène 2, bon, elle éclate des mecs. Scène 3, elle éclate des mecs, mais ils ont changé la déco. Ouais. Alors, scène 4, ils ont changé la déco, et elle a changé de combinaison aussi. Voilà. Alors, scène 4, scène 5, elle a rechangé de combinaison. Voilà. Elle a mis un petit haut vachement plus stylé, je trouve. Complètement. Et puis ils ont changé la déco. Alors, la scène 5, par contre, cappuccino. Non, c'est pas ça. Scène 5, elle éclate des mecs, mais bon, la couleur des cheveux, Amila, elle a changé. Ah, d'accord. Donc la scène finale, ouais, en fait, elle éclate des mecs. Il est pas bien celui-là. Non, vraiment. Il n'y a pas grand-chose à sauver. Hein. D'ailleurs, on se demande si c'est Kurzweimer qui a fait Equilibrium, en fait. Non, mais tellement il y a contraste. Alors pour moi, ce qui me semble le plus réussi dans le film, au-delà de la dystopie extrême, des gun kata ou je sais pas quoi, c'est la révélation du personnage principal de Preston, qui va passer de recteur haut gradé, hein, implacable et zélé, à résistant fossoyeur du Grammaton. Dans un nanar, les personnages sont bêtes et cons. Hein. L'exécution de son camarade, Harold Partridge, la dose de prosium qu'il oublie de prendre. Oui, la scène où il l'a fait tomber est fin nulle. Je suis d'accord, c'est pas GG, mais... L'incinération de la nana qu'il arrivera pas à sauver, d'ailleurs. Choix scénaristique plutôt couillu, hein. Bah oui, normalement, les clichés devraient être légion, si c'était un nanar. Et bien sûr, pour finir, ses enfants, qui avaient décroché déjà depuis longtemps. Une scène que j'adore particulièrement, c'est la scène à la fin quand ils font l'interrogatoire. Oui, le twist du père qui n'est pas le père, c'est pas GG. Ouais, je vous l'accorde. Nous sommes accordés. Mais on sent le piège se refermer. Le stress, la confusion, le gagne. Bip, la machine qui fait le bip. Moi j'adore, franchement j'adore. Ça me rappelle tellement le déclic de Son Gohan dans le meilleur passage de Dragon Ball probablement. Hein. C'est avec le combat contre Cell. Passage collector d'ailleurs. Hein. Voilà. S'il n'y avait pas eu le cheminement de Preston,
et qu'on avait juste eu équipe A contre équipe B, voilà, comme dans Ultraviolet en gros, le film m'aurait pas intéressé. Dystopie, Gunkata ou Christian Bale, ça m'aurait fait chier en fait. Encore une fois, le travail des personnages et de leur cheminement émotionnel est très précisément une chose qu'on ne trouve pas dans un nanar. Alors il y a plein d'autres trucs, plein d'autres reproches. Bale, il a un balai dans le cul. C'est vrai, non mais c'est vrai, il a la tronche d'American Psycho en permanence ce mec là. Mais perso, je trouve que c'est parfait pour ce genre de rôle. mais d'ailleurs, c'est son meilleur rôle en vrai. Voilà, ne parlez pas de Dark Knight, j'en ai déjà assez parlé, voilà. Tu mets pas American Psycho dans le rôle de Bruce Wayne. Non. Erreur de casting. Bale incarne parfaitement Preston, hein, et il y a des moments d'émotion. Ce qui est rare avec cet acteur. Hein. Il y a aussi la critique du livre dans la poche. Parce que par 2 fois dans le film, les personnages planquent un livre trop gros dans une poche décidément trop petite. Voilà, c'est vrai, c'est un peu gros. À la limite, il aurait mieux valu que les mecs se fassent caler en train de mettre le livre dans une poche qui a de la bonne taille. Bon, grossièrement ou avec finesse, l'histoire du bouquin, le but, c'est que les gars se fassent caler. Voilà. Mais ça ne détruit pas la causalité. Le passage des toutous. Oui, c'est vrai. Il sursaute à chaque coup de feu, dissimulant très mal son trauma de manière caricaturale. Mais d'ailleurs, c'est pas le seul moment dans le film où Christian Bale joue mal. Alors c'est un film vraiment inégal en fait, parce que il y a des moments de grâce, et puis il y a ces moments là qui font d'amateurs en fait. Un passage que Durandal a vachement travaillé, c'est le problème de l'inversion des flingues. Là par contre, j'ai rien à dire effectivement. Moi-même quand j'ai vu le film la première fois, j'ai pas compris. Ah oui, ce bordel d'inversion de flingue pour faire accuser Brandt, ça marche pas, hein, j'admets. Non mais c'est vrai. Alors je pense qu'ils se sont plantés en tournant des scènes où ils ont perdu une bobine, je sais pas. En tout cas, c'est foireux. Hein. Il aurait mieux valu qu'il essaie qu'il lui pique ses clés de voiture ou sa carte d'accès magnétique à la zone interdite pour le faire accuser, mais lis plus dans les flingues, ça marche pas. Et d'autant que effectivement, il aurait dû en inverser 2 et pas juste 1. Oui, Durandal a raison. D'ailleurs, je vais rester sincère avec vous, il y a d'autres trucs que je trouve pas top. Par exemple, la punchline de la fin. Je paye volontiers. Hein? Bof. D'ailleurs, la fin est bof. Hein. Bah, la fin, elle est vite expédiée. Hein. Il casse les vitres, révolution. Au revoir. Ah. Là, Kurt Weimer dans les choux. Il y a le montage des scènes d'action qui comportent plein de doubles séquences filmées inutiles. Tiens, j'ai remarqué un autre truc aussi. C'est dans la toute dernière scène de combat, quand ils font le gunkata avec le méchant avec les mains là. L'utilisation ridicule du bruitage de mouvement. Tu sais, en kung-fu. Ouais, à la fin, en fait, tu fais pas gaffe, mais une fois que tu les entends, ça devient ridicule. Un reproche général qu'on pourrait faire au film, c'est qu'en fait, si tu regardes bien, les choses bof ne sont pas dues à un manque de moyens. Puisqu'il s'agit tout le temps de problèmes d'écriture, ou d'idées de merde, ou de direction d'acteur à chier. Donc Equilibrium peut mieux faire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais c'est pas un nanar. Ouais. Et c'est pas non plus à cause de son statut de série B, 20 millions de $, que c'est raté. Voilà, hein, vous saurez quoi répondre la prochaine fois qu'on essaiera d'attenter à votre intégrité de cinéphile, voire à votre santé mentale. Juste parce que vous trouvez qu'Equilibrium, bah, c'est pas si mal. Car comme je le dis toujours, un mauvais film, c'est quand les défauts nous font oublier ses qualités. Et bah, Equilibrium arrive à me faire oublier ses défauts.